J'étais à fond. C'est bon? Bonsoir à tous et à toutes. Nous sommes très heureux aujourd'hui de vous retrouver pour cette émission, cette table ronde consacrée au sujet des droits des femmes. Chez Tribun, nous avons à cœur de mettre en lumière ces problématiques, d'ouvrir le débat et de donner la parole à ceux et celles qui s'engagent pour une société plus égalitaire. C'est pourquoi nous avons réuni ce soir des experts qui vont nous éclairer, nous partager leurs engagements et leurs expériences. Notre intitulé ce soir est Les femmes et l'argent. Avant toute chose, avant de commencer, je tiens à revenir sur le choix de ce titre qui a pu en surprendre plus d'un. Il est important pour nous de préciser que notre démarche est purement pédagogique. Nous n'avions nullement l'intention de renforcer un stéréotype ou de véhiculer que l'idée que les femmes géraient moins bien leur argent et leur budget ou qu'elles dépenseraient sans compter. Notre objectif est d'ouvrir une discussion sur les réalités économiques qu'elles affrontent. Nous nous sommes inspirés du livre Le couple et l'argent, qui interroge la répartition financière au sein du foyer. Avec les femmes et l'argent, nous avons voulu élargir la réflexion aux inégalités économiques plus globales qui touchent les femmes, salaire inférieur à ceux des hommes, précarité plus marquée, retraite plus basse et poids des charges familiales. C'est justement ce que nous allons faire ce soir avec nos invités qui travaillent sur ces questions au quotidien. Donc nous avons à nos côtés aujourd'hui Anne-Sophie Godefroy, docteur en philosophie et experte sur la question du genre, Maëva Ballon, chef de projet à Mission Égalité à l'Université Gustave Eiffel, et Mila, membre de l'association UNFRS, secrétaire générale à Fontainebleau. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous laisser vous présenter et nous parler de votre engagement. Allez-y, Mila. Bonjour, déjà merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très heureuse d'être... Nous sommes honorés de vous accueillir. Je suis très heureuse d'être avec vous toutes ce soir. Donc je m'appelle Mila Scheffman, j'ai 21 ans, je suis étudiante en sciences politiques à l'IEP de Fontainebleau. Et comme ça a été dit précédemment, je suis secrétaire générale du syndicat UNEF Renouveau Syndical à Fontainebleau. En parallèle, je suis au PS, militante, mais également bénévole et community manager donc de l'antenne de la Croix-Rouge à Fontainebleau. Donc voilà, ça fait quelques engagements, mais voilà. Ok, allez-y. Oui, alors moi c'est Maëva Ballon, pardon. Moi je suis chef de projet donc à la Mission Égalité. Merci pour l'invitation. Pareil, je suis ravie d'être là. Moi je travaille au sein de la Mission Égalité de l'université. La Mission Égalité, c'est un service de l'établissement qui est en charge de mettre en œuvre la politique d'égalité de l'université. À la fois sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles au sein de l'établissement. Et puis aussi, on travaille sur la mise en œuvre du plan en faveur de l'égalité, notamment l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'établissement, avec un certain nombre de mesures, à la fois pour mieux comprendre les inégalités entre les femmes et les hommes, et puis aussi pour corriger ces inégalités là où on peut évidemment agir. Merci. Allez-y, Anne-Sophie Godefroy, présentez-vous. Je suis Anne-Sophie Godefroy, je suis docteure en philosophie et maîtresse de conférences à l'université Paris-Aix-Créteil. J'ai été chargée de mission égalité de l'université entre 2019 et 2023, mais j'avais été aussi dans une vie intérieure déjà chargée de mission dans une école d'ingénieurs qui était l'école d'arts et métiers à Paris. Donc je connais bien les questions de mission égalité dans lesquelles baigne Maëva. Voilà. Ma recherche se fait très souvent presque tout le temps dans un cadre européen. Et donc j'ai répondu aux appels, avec succès, aux appels des différents programmes cadres. Donc aujourd'hui ça s'appelle Horizon, mais avant ça s'appelait le programme cadre. Et ça fait à peu près 25 ans que j'ai des collaborations internationales autour des questions
genre et sciences, genre et technologie, femmes et sciences, carrière des femmes dans la recherche, politique d'égalité dans la recherche. Ah, vous avez une approche très holistique, très 360 degrés. En tout cas, j'ai une approche assez européenne, puisque j'ai une idée très précise de ce qui se passe, en tout cas dans les pays de l'Union européenne, et un petit peu au-delà, puisqu'en ce moment, je coordonne une Cost Action. Cost Action, c'est un gros réseau de recherche financé par l'association COST qui est liée à la Commission européenne. Il y a 650 chercheuses et chercheurs et l'objectif du réseau est de faire entendre la voix des jeunes chercheuses et chercheurs pour l'égalité. Donc ça s'appelle Voices, et de proposer des mesures pour améliorer l'égalité de carrière des jeunes chercheurs et chercheuses, puisque je ne sais pas si vous connaissez le diagramme des ciseaux, ou s'il faut que j'explique. Expliquez-le, allez-y. J'ai expliqué. C'est-à-dire que dans beaucoup de disciplines scientifiques, il y a au départ plutôt une certaine proportion de femmes, qui peut être plus forte d'ailleurs que celle d'hommes, et puis au fur et à mesure de la carrière et des niveaux hiérarchiques atteints, on s'aperçoit que le nombre de femmes disparaît progressivement. Se rétrécit progressivement. Voilà, donc on a souvent, si on prend l'ensemble des disciplines, parce qu'après il y a des variations énormes, on a aujourd'hui à peu près 60% d'étudiantes à l'université. Et on retrouve on a ensuite 45-50% de femmes maîtresses de conférences, mais seulement 15% de femmes professeurs des universités et très très peu de présidentes d'universités. Je n'ai pas su le chiffre, c'est vraiment très faible. Voilà. Très faible. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le diagramme des... Et à l'opposé, la proportion d'hommes, elle, monte. Voilà. Et donc, ça dessine des ciseaux. Et ce qui est intéressant avec les ciseaux, c'est très souvent, les courbes se croisent dans les débuts de carrière. Voilà. D'où l'intérêt de se concentrer sur les débuts de carrière, surtout que c'est un moment des carrières universitaires qui a été dans les 15-20 dernières années particulièrement malmené par une recherche qui se fait beaucoup sur projet, et qui a complètement précarisé les débuts de carrière, beaucoup plus que ça ne l'était. Merci pour cette explication très pédagogique. Maintenant que nous avons fait connaissance, entrons dans le vif du sujet. Avant d'aborder les questions économiques, il est essentiel de replacer notre discussion dans une perspective historique. Donc, le féminisme a connu plusieurs vagues, avec des revendications, des combats qui ont évolué au fil du temps. Aujourd'hui encore, ce mouvement se décline en plusieurs courants, chacun apportant un éclairage spécifique sur les inégalités de genre. Pour commencer, pouvez-vous nous expliquer l'évolution du féminisme à travers l'histoire et les principaux enjeux actuels de ce mouvement? Quels sont aujourd'hui les principaux angles d'analyse du féminisme? Allez-y, Anne-Sophie Godefroy. C'est difficile à résumer en 2 minutes. Je dirais déjà le féminisme est quelque chose qui vient de loin, puisqu'on a, par exemple, des textes féministes à la Renaissance. Je pense, par exemple, au texte de Marie de Gournay. Donc, Marie de Gournay, c'est la fille spirituelle de Montaigne et une interlocutrice de Descartes, enfin, pour vous situer un petit peu dans le temps. Voilà, donc tout ça pour dire que la réflexion n'est pas totalement nouvelle. Alors j'essaie d'aller vers les points forts. Bon, il y a ensuite un moment fort autour de la Révolution française, avec Olympe de Gouges, par exemple, et des discussions sur l'égalité des droits de tous les citoyens et citoyennes. Mais malheureusement, la Révolution française va retenir à la fin une formule dans laquelle tous les citoyens sont égaux, mais pas les citoyennes, qui n'auront pas le droit de vote et qui, avec le Premier Empire et le Code Napoléon, vont même se retrouver très clairement subordonnés aux hommes. Voilà, que ce soit pour gérer leurs affaires, pour décider de ce qu'elles veulent faire de leur vie, pour avoir des enfants, etc. Une fois qu'elles sont mariées, elles passent de l'autorité de leur père à l'autorité de leur mari. Oui. La c'est seule, un petit peu le statut de l'éternel mineur, en fait. Oui. La femme est vraiment éternelle mineure sous le code Napoléon,
Et c'est dramatique en fait d'avoir vécu la Révolution française, de vivre après par la suite, donc bien plus tard en 1848, une autre révolution qui voit naître donc le suffrage universel, mais un suffrage universel qui est exclusivement masculin. Et d'ailleurs Adolphe Thiers, il le disait universel. exactement, en fait, universel ne veut pas dire tous. Et ça résume très très bien, en fait, c'était vraiment une minorité de personnes, excluant les femmes notamment, avec les militaires, mais c'est notamment les femmes qu'on oubliait, alors que elles sont partie prenante de notre société. Et Voilà, et donc il faut attendre quand même 1944 en France. C'est quand même pratiquement toutes les femmes des pays, mais pas que des pays occidentaux, c'est aussi les indiennes, ont eu le droit de vote après la Première Guerre mondiale, enfin souvent après, et en France c'est 1944. Donc c'est bah oui, complètement. voilà. Et on est même très en retard, en fait, parce que par exemple, en Nouvelle-Zélande, c'est le premier pays à accorder le droit de vote aux femmes. C'était en 1893. C'est hyper novateur. C'est fou de voir que le pays des Lumières, des droits de l'homme, de la Révolution française, ça intervient qu'en 1944, quoi. Vous avez peut-être quelque chose à ajouter, Maëva Ballon Bon, non, mais c'était très bien. S'il te plaît. Je vais pas redire ce que vous avez dit. Peut-être juste, oui, vous avez parlé de vagues. Je sais qu'il y a pas mal d'historiennes qui disent, et notamment, nous, on a la chance d'avoir Mathilde Larère, qui est historienne ici à l'université Gustave Eiffel. Elle parle pas trop de vagues. Enfin, c'est pas un mot qu'elle utilise, le terme de vague, parce que ça voudrait dire que, d'abord, c'est très lié aux pays occidentaux. Et comme tu le disais, Anne-Sophie, il y a eu plein d'endroits où il y a eu d'autres combats qui ont été menés. Nous, on parle souvent à la fois le combat sur les droits politiques, le combat pour le droit à l'avortement, la liberté de disposer de son corps, et puis maintenant, là, on est plus sur les questions de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, notamment, la question de l'intersectionnalité également. Ouais, exactement. Mais finalement, en fait, les vagues, ça invisibilise tous les autres combats, en fait. Et par exemple, elle le disait très bien, Mathilde, on l'avait invitée il y a 2 ans, je crois, pour parler de ses bouquins, notamment Rage. Alors, je suis très nulle en anglais. Rage Against the Machisme. Voilà. Et elle disait, pendant que les femmes se battaient pour le droit de vote en France au début du XXe siècle, il y avait des combats pour des droits sociaux, il y avait des grèves dans des usines, pour un meilleur salaire, de meilleures conditions de travail. Et le fait de parler de vagues, ça occulte ces combats-là. Et quelquefois, on oppose même les vagues entre elles, bien sûr. ce qui me paraît... en fait, les différents mouvements se complètent Bien et sûr, tout est présentent lié, des en fait. facettes différentes, mais tout est lié et les opposés n'ont pas vraiment de sens. Donc, si on veut essayer de retrouver notre chronologie, donc il y a eu tous ces mouvements pour essayer d'arriver à l'égalité des droits. Donc, c'est les suffragettes au 19e et bon, je veux dire, il y a aussi les grandes lois sur la parité en politique en France. Enfin, donc il y a la question de l'égalité salariale, le fait de pouvoir disposer de son corps avec l'IVG. Il y a l'idée aussi que le domestique est aussi politique, puisque pendant longtemps, il y a des questions qu'on n'a pas voulu traiter en estimant qu'elles appartenaient à la sphère privée et qu'elles n'étaient pas des questions politiques. Et les mouvements féministes les ont exposées en disant mais si, c'est politique, c'est des questions qu'il faut discuter politiquement et sur lesquelles il faut légiférer. Oui. Donc tout ça se complète, ce n'est pas des vagues qu'on oppose. Oui, exactement. Voilà. Et il y a aussi peut-être dans l'histoire des idées ou dans la philosophie, c'est aussi d'autres visions du monde qui sont proposées. Oui. Bon, je pense par exemple à la philosophie du Caire, qui a une déclinaison en philosophie politique qui voit l'État comme une institution qui doit protéger les personnes et les accompagner dans leur émancipation. Voilà, donc c'est pas du tout un État
un État managérial ou un État fort et autoritaire. Enfin, on promeut des valeurs qui sont plutôt celles de la coopération, du care, puisque voilà, ça c'est John Tronto par exemple. Dans les apports à l'histoire des idées, il y a aussi ce qu'on appelle les épistémologies féministes. L'idée que très souvent des connaissances qu'on croit objectives sont en fait des connaissances biaisées et qui ne sont pas fausses, mais qui sont un point de vue, mais qui sont loin de couvrir tous les points de vue et d'être aussi objectives qu'elles le prétendent. Donc ça, c'est Sandra Harding, par exemple. Voilà, il y a l'intersectionnalité dont tu as parlé. Je ne sais pas si tu veux en dire un mot. Oui, c'est aussi une façon de penser les inégalités. Moi, je veux bien. Je voulais justement l'avancer. L'intersectionnalité, c'est un concept qui émerge à la fin du XXe siècle. C'est déjà introduit par Angela Davis dans son ouvrage Femmes, race et classe, un immense ouvrage qui retrace un petit peu les luttes de libération des femmes, notamment des Afro-américaines, montrer aussi que pendant la période sombre de l'esclavage, en fait, il y a des femmes qui menaient des combats et qui menaient aussi la révolte d'une quelconque façon, d'une certaine façon, mais qui pourtant sont invisibilisées au profit des grandes libérations masculines. Donc, elle revient sur ce concept qu'elle introduit, mais ça va être véritablement défini et imposé à la sphère scientifique avec Kimberly Crenshaw, voilà, qui le remet en avant et qui montre qu'en fait, être une femme, de plus être une femme racisée ou par exemple d'une classe sociale moins favorisée, en fait, ça va ajouter des discriminations et ça va amplifier le poids des discriminations sur le dos des femmes. Et j'ai trouvé que c'était un concept qui est hyper intéressant et qui est surtout nécessaire en fait pour comprendre les luttes féministes et aussi des luttes aussi que les femmes, par exemple, occidentales ne peuvent pas saisir de par leur histoire. Et justement comprendre aussi ce qui a pu se passer autre part et comment ça a été vécu. Oui, tout à fait. Et tu parlais de toutes ces luttes se complètent. On peut aller même plus loin. En fait, en fait, l'histoire du féminisme, c'est pas du tout une histoire qui est linéaire. Et, enfin, on le voit aux États-Unis, on est revenu sur le droit à l'avortement. Donc voilà, on est toujours en train de se battre en fait. Oui. Et il n'y a jamais rien d'acquis. Bon, c'est un peu, voilà, j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est bien de se le redire. Oui, c'est vrai. Peut-être une dernière chose, c'est le lien entre le féminisme et les mouvements écologistes. Ouais. Et l'idée que le capitalisme exploite la terre, les ressources et les personnes comme les hommes, finalement, exploitent les femmes. L'écoféminisme, voilà. Et c'est intéressant parce que ça permet de bien comprendre le lien entre les luttes sociales et les luttes pour l'environnement. Merci pour cette recontextualisation qui était très importante avant de pouvoir aborder un peu le côté économique. Alors, selon l'Observatoire des inégalités, dans le secteur privé, les femmes gagnent 23,5% de moins que les hommes en moyenne. Elles travaillent plus souvent à temps partiel et dans des métiers moins bien payés que les hommes. À temps de travail et poste équivalent, l'écart de salaire est de 4%. Pourquoi l'écart salarial entre les femmes et les hommes persiste-t-il malgré les lois sur l'égalité ? Allez-y, Maëva Ballon. Oui, en fait, ce chiffre de un quart en moins, globalement, ça fait des années qu'il est présent et ça bouge pas, en fait. Et même, ça a tendance, ces dernières années, à augmenter. Alors, pas de façon significative, mais quand même. Pourquoi est-ce qu'il existe ? Parce qu'en fait, les femmes sont, depuis en tout cas qu'elles travaillent massivement dans des emplois qui sont salariés, parce que les femmes ont toujours travaillé, elles sont cantonnées à des emplois qui sont sous-valorisés, moins bien payés.
et on va les retrouver dans très peu de familles professionnelles finalement. Ça, c'est ce que dit l'INSEE ou la DARES, et puis c'est ce qu'a repris l'Observatoire des inégalités. Alors, on est sur à peu près 80 familles professionnelles et la majorité des femmes, elles se retrouvent dans 15 familles professionnelles. Et donc, tout le reste, c'est des hommes qui les occupent. Et le problème, c'est que ces métiers-là sont dévalorisés parce qu'on va considérer, par exemple, que prendre soin de quelqu'un, prendre soin de sa santé, faire le ménage, servir des gens dans des restaurants. Oui. C'est dans la continuité du rôle qu'on donne aux femmes. Exactement. Et dans la continuité de leur rôle de travail à la maison. Donc finalement, c'est historiquement, on parlait de salaire d'appoint. Voilà, il y avait monsieur qui rapportait le salaire et puis madame qui pouvait s'occuper De la maison. et de la maison, mais aussi pouvait travailler, mais du coup ramener de l'argent, mais qui n'était pas finalement quelque chose d'essentiel. Voilà. Et on est toujours dans cette idée, et on y est encore. Et comment on pourrait résorber cette inégalité économique? Allez-y, Anne-Sophie Godin, Alors, vous avez des choses à dire. non, ce que disait Maëva, c'est que c'est une espèce de cumul d'inégalités, à la fois des inégalités entre des secteurs, des inégalités qui sont liées au temps partiel, des inégalités qui sont liées au fait que les carrières sont moins linéaires et moins rémunératrices souvent. Et donc tout ça fait... Et quand même, quand ça s'accumule, ça fait des retraites qui sont en moyenne 40% inférieures pour les femmes. Oui. Donc, on voit le 4%, on se dit, oh, c'est pas grand-chose. Et quand on arrive à 40%, voilà. Et j'avais une collègue économiste qui s'appelle Danielle Mulder, à l'Université libre de Bruxelles, qui avait calculé que 80% des femmes en Europe étaient en risque de pauvreté. C'est-à-dire que s'il arrivait un décès, une maladie, un divorce ou un événement qui déstabilisait leur vie, 80% des femmes allaient se retrouver sous le seuil de pauvreté en Europe, ce qui était un chiffre énorme. Voilà. Et juste 4%, parce que moi j'y tiens absolument. Oui. Moi je trouve que c'est extrêmement important de parler de ce quart en moins, parce que souvent on nous oppose, ah mais vous voyez il n'y a que 4% d'écart de salaire, c'est pas beaucoup. Et en fait les 20%, c'est parce qu'ils s'expliquent pour deux raisons principales, et vous le dites, un, la question du temps de travail, effectivement les femmes sont majoritairement les personnes qui sont à temps partiel et qui par ailleurs sont dans des emplois qui à majorité sont à temps partiel, c'est-à-dire c'est du temps qu'on appelle incomplet, c'est-à-dire que c'est des personnes qui vont travailler dans des emplois où elles n'ont pas le choix d'être à temps partiel. La majorité des temps partiels, c'est ça en France aujourd'hui. Et la deuxième raison, c'est effectivement la ségrégation professionnelle, le fait que les femmes sont dans des emplois qui sont moins bien rémunérés et ont une carrière moins importante, vous voyez, ou qui vont pas pouvoir évoluer dans leur carrière. C'est les deux raisons principales, et si on les gomme et qu'on parle à emploi équivalent et temps de travail équivalent, en fait on gomme les principales explications qui font que les femmes gagnent moins d'argent que les hommes. Donc il faut vraiment garder en tête que ce 25%, ce quart en moins là, c'est ce chiffre-là qui va permettre de mettre en place des mesures correctives. Le 4%, en fait, ce 4%, c'est ce que les économistes appellent de la discrimination pure. Donc là, c'est carrément hyper grave. C'est-à-dire que déjà, un quart en moins, on respecte pas la loi depuis 1972, puisqu'on dit que depuis 1972, à travail de valeur égale, salaire égal. Mais en plus, là, le 4% de la discrimination pure, ça veut dire femmes et hommes ne sont pas payés de la même façon. Et la seule raison qui fait qu'ils ne sont pas payés de la même façon, c'est parce qu'il y a un homme et qu'il y a une femme, les personnes n'ont pas le même sexe biologique, ou j'en sais rien, ou en tout cas c'est marqué sur leur front. C'est des conceptions genrées en fait de ce que doit être une femme et ce que doit être un homme. Et je voulais juste rebondir sur quelque chose, c'était effectivement c'est même un constat alarmant qu'un collectif a fait récemment sur la précarité des femmes. Qui s'est accentuée. On a plus de 50% des ménages aujourd'hui qui sont en précarité et qui sont des femmes souvent monoparentales. Et c'est hyper important de rappeler qu'en fait, comme on le disait, le fait de ne pas avoir de carrière linéaire, donc avec les congés maternité,
souvent aussi le fait qu'il y ait moins de solutions de garde d'enfants et donc obligés de prendre des emplois à temps partiel. Et en fait, après, ça va créer vraiment une sphère de discrimination et d'inégalité qui se renforce à chaque fois. C'est hyper important de voir que les femmes, elles vivent dans une précarité qui ne baisse pas, en fait, malgré le fait de légiférer dessus, d'amener des solutions sur la table, ça ne change pas. Et on voit encore, en 2015, on était déjà à plus de 20% d'écart entre les hommes et les femmes. Et en réalité, on est dans des politiques publiques qui accroissent les inégalités. Sans le dire explicitement, elles le font. C'est-à-dire que avec le New Green Deal en Europe ou le plan d'après-Covid, dont je ne me souviens plus du nom en France, on a investi massivement dans l'informatique, dans l'isolation des bâtiments, dans les métiers du bâtiment, et aussi beaucoup dans l'automobile, avec l'automobile électrique. Oui. Donc on a massivement investi dans des secteurs dans lesquels les femmes étaient très peu présentes. Vous avez fait un travaux à ce sujet, non? Oui, j'ai fait un rapport en sortie de Covid où j'examinais toutes les inégalités. Et voilà, et dans les résultats importants, il y avait l'idée que si on supprimait les services publics, celles qui en pâtissaient le plus, c'était les femmes, puisqu'en fait, elles se retrouvaient à remplacer gratuitement le service public qui n'existait plus. Et si on investissait énormément dans des entreprises où elles étaient très peu présentes, sans politique corrective, on accroissait forcément les inégalités. Voilà, parce que pour éviter d'accroître les inégalités, la solution, c'est ou d'investir aussi massivement dans les métiers du care, enfin dans l'éducation, dans la santé et dans les services. Donc, dans ce cas-là, si on investit autant dans les deux, ou de persuader les hommes d'aller dans ces métiers-là et de persuader les femmes aussi d'aller dans des métiers, dans des secteurs où elles sont peu présentes aujourd'hui. Mais ça, c'est des choses qui se font dans des durées longues, voilà. Alors que dire on met 50 milliards dans tel secteur, ça se fait... Oui. Et ce qui est malheureux, en fait, c'est que dès le plus jeune âge, les femmes sont confrontées aux inégalités économiques, puisqu'il y a des enquêtes, par exemple, selon le Teenage Lab, dès l'enfance, les femmes auraient moins d'argent de poche que les hommes. Et moi, j'aimerais bien savoir comment vous interprétez ce phénomène. En fait, il faut savoir que ces questions d'inégalité de salaire, elles sont, d'un point de vue historique, elles ne sont pas très anciennes, quoi. Là, on parle de... alors moi, j'ai lu un petit bouquin, une brochure, il n'y a pas très longtemps, alors, c'était une syndicaliste qui s'appelait Marie Couette. Tu la connais peut-être, Anne-Sophie. En tout cas, elle s'est battue dans les années 40. Au sortir de la guerre, il y avait une loi en France qui disait que le salaire des femmes devait être moindre que celui des hommes. C'était inscrit dans la loi. C'est-à-dire qu'il y avait un abattement. D'accord. Et elle parlait de l'abattement de 10%. Okay. Et c'est qu'en 1946 que cet abattement a pris fin grâce à la mobilisation des femmes, il y a eu des grèves, etc. Donc en fait, on est quand même dans une histoire quand même qui est relativement récente. Alors, je ne parle même pas du fait que les femmes puissent disposer elles-mêmes de leur propre compte bancaire sans l'aval de leur mari. On est dans les années 60, je crois. Enfin, je ne sais plus. 70. Donc finalement, c'est hyper récent. Et alors sur la question de l'argent de poche et des petites filles, clairement, on est dans une société qui socialise les petits garçons et les petites filles de façon très différente. Et effectivement, les petites filles, elles n'ont pas besoin d'argent puisqu'elles ont... ce qui va les préoccuper, c'est de prendre soin des autres, de s'amuser avec leurs copines, et pas nécessairement ou d'aller pour le coup faire les courses, acheter le pain, voilà. Mais on ne garde pas nécessairement la monnaie quand on va acheter le pain. Alors que pour les garçons, on va plus facilement leur laisser de l'argent pour s'acheter autre chose à côté. Et puis ça se retrouve après tout au long de la vie. Moi j'ai lu le bouquin
comment il s'appelle, Le genre du capital, me souviens de plus. Sybille Golac et Et- Oui, mais c'est une ça. co-autrice. Voilà, je sais ouais. plus son nom. Il y a aussi pas mal de travaux d'Hélène Périvier aussi oui. sur les Le genre du capital, c'est c'est un Ouais, livre Mila. qui est extraordinaire. Tu l'as lu? Et moi, j'avais retenu un chiffre dedans, je te coupe juste 30 bah, secondes. vas-y. J'avais retenu un chiffre, c'était que si on comptabilisait le travail domestique des femmes, ça représentait 33% du PIB national. Waouh. Et c'est un chiffre qui est assez parlant, en fait. Et c'est assez choc vraiment de montrer que c'est un véritable emploi à temps plein. Et d'ailleurs, en fait, on voit que, et on le sait, les femmes en moyenne, elles passent plus, à peu près 1h30 de plus par jour, donc pour les tâches domestiques. Déjà, plus d'1h30 par rapport aux hommes. Donc ça fait en fait moins de temps pour consacrer aux carrières, aux formations, aux évolutions, aux réunions et plus de temps donc à la maison, au foyer encore une fois pour se consacrer aux tâches et aux enfants. Une chose aussi qu'on peut ajouter, c'est que les femmes ont souvent été moins bien défendues par les syndicats que par les hommes, même si c'est quelque chose qui est en train de changer, puisqu'on a Sophie Binet aujourd'hui à la CGT et Marie-Lise Lyon. Enfin, on a 2 femmes qui ont d'ailleurs remplacé 2 hommes et qui sont aussi dans des secteurs qui correspondent plus à l'emploi féminin que ne l'étaient les 2 hommes qu'elles ont remplacés. Voilà. Et par exemple, je discutais avec des élus de la mairie de Paris, parce qu'on commence à réfléchir au programme, etc. Les éboueurs, par exemple, donc un métier très masculin, ont eu des syndicats qui ont bien négocié les primes de pénibilité, les salaires, etc. Mais pas les aides maternelles dans les crèches, par exemple. Oui. Les assistantes maternelles dans les crèches, elles n'ont pas... une chose que pourrait faire la mairie de Paris, c'est de se dire, on est dans les 2 cas dans des emplois de catégorie C qui ont une vraie pénibilité qui est très différente, mais soulever des enfants à longueur de journée, ça abîme aussi le dos. Donc on devrait, il serait normal de mettre des salaires... voilà. Ouais, et d'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu dis, on est à l'université. On a invité il y a 2 ans Rachel Silveira pour parler de l'étude qui avait été faite au sein de l'université sur les écarts de salaire entre les femmes et les hommes au sein de notre université, Gustave Eiffel. D'abord, il faut savoir que la plupart des gens étaient à chaque fois étonnés de savoir qu'il y avait des écarts de salaire dans la fonction publique, que c'était possible. On est à 14% d'écart de salaire à l'université Gustave Eiffel. Ouais. Alors, c'est moins important que l'écart dont vous avez parlé d'un quart en moins, parce que il se trouve qu'il y a des grilles indiciaires dans la fonction publique qui protègent, mais les femmes se retrouvent dans des métiers qui sont moins bien rémunérés. Et donc, par exemple, dans le plan égalité qu'on a voté au sein de l'établissement, il a été décidé de faire en sorte de corriger un certain nombre d'inégalités, notamment en jouant sur le régime indemnitaire. C'est-à-dire, en gros, on ne peut pas jouer sur les grilles indiciaires dans la fonction publique parce qu'elles sont fixées nationalement et que l'établissement il n'est pas autonome là-dessus. En tout cas, pas encore. Mais par contre, on peut jouer sur ce qu'on appelle les primes, en fait, globalement. Et donc, les femmes se retrouvent souvent dans des emplois de catégorie inférieure à l'emploi qu'elles occupent réellement. Donc, pour être plus précise, elles sont moins bien payées alors qu'elles occupent des fonctions qui sont plus importantes que leur salaire. Et donc l'idée du plan égalité, c'est de faire en sorte qu'on augmente le régime indemnitaire de ces emplois-là pour résorber en partie, on ne va pas tout résorber, les inégalités de salaire en défaveur des femmes. Justement, donc c'est ce que vous étiez en train de dire, c'est que les femmes, souvent, elles sont dans des métiers moins bien payés que les hommes. Et pourtant, parfois, elles travaillent plus. Et moi, je voulais vraiment qu'on aborde la présence des femmes dans les postes importants, notamment en politique, puisque d'après l'édition 2025 de la carte Femmes en politique publiée par l'UEP, l'Organisation mondiale des parlements nationaux et l'ONU, les hommes sont au moins 3 fois plus nombreux que les femmes au sein des gouvernements et des parlements.
la carte présente les chiffres sur la part des femmes au sein de l'exécutif et des parlements nationaux au 1er janvier 2025. Comment expliquez-vous ce phénomène, que les femmes soient moins nombreuses à occuper des postes politiques importants ? Vas-y Mila. Moi, je veux bien commencer. Déjà, je pense qu'il est important qu'on revienne un petit peu sur cet héritage patriarcal qu'on traîne encore aujourd'hui dans le milieu de la politique. En fait, le droit de vote des femmes qui intervient quand même en 1944, il joue beaucoup là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, dans notre socialisation, on a ce qu'on appelle des biais inconscients et notamment chez les électeurs, les hommes, qui nous empêchent de concevoir en fait une femme au pouvoir, une femme dans les sphères de pouvoir, parce qu'en fait, historiquement, les femmes n'ont jamais occupé ces fonctions. Et voilà, c'était intéressant aussi de revenir sur les stéréotypes qui collent à la peau en fait des femmes et qui empêchent de se détacher justement des idées que la femme ne peut pas être puissante, elle peut pas être ambitieuse et elle peut pas prôner une ambition à des postes de pouvoir parce que justement l'héritage patriarcal, il empêche aussi, il empêche en fait les femmes d'arriver dans les cercles de pouvoir en général. Oui, en fait, on le retrouve en politique, mais globalement dans toutes les fonctions où il y a, comme tu dis, un certain pouvoir. Donc c'est ce que tu disais aussi, Anne-Sophie, quand tu parlais des professeurs d'université, avec 15% de professeurs d'université qui sont des femmes. Je pense qu'il y a aussi une question, il y a des explications qui vont se retrouver à la fois sur la disponibilité, c'est-à-dire que, on vient de le... Emilia, tu l'as dit, c'est-à-dire que les femmes, elles ont une double journée de travail, donc c'est compliqué d'aller à une réunion politique à 21h le soir, quand on a 3 enfants en bas âge et qu'il faut les faire manger et que monsieur n'est pas présent lorsqu'il s'agit d'un couple hétéro. Donc la question de la disponibilité, la question aussi, parce qu'on a souvent tendance à faire porter la responsabilité de l'absence des femmes en politique sur les femmes. C'est pas de leur faute, c'est-à-dire que messieurs, laissez la place aux femmes. Ils sont pas obligés de rester cantonnés à leur pouvoir. Il y a des organisations, des structures même associatives, parce que sans parler de partis politiques ou de députés, qui par exemple ont fait le choix d'avoir des conseils d'administration tournants, avec des mandats qui tournent, où on peut pas se représenter plus d'une fois. Ça permet de faire en sorte que plus de monde puisse accéder à des postes à responsabilité. Et puis, une question qui, à mon avis, est essentielle, dont on n'a pas encore beaucoup parlé, c'est la question des violences. Quand on vit du sexisme en permanence il n'y a qu'à regarder l'Assemblée nationale. Je veux dire, le nombre de fois où les femmes elles se prennent des remarques sur leur tenue vestimentaire, sur la façon dont elles parlent, sur la façon dont elles s'expriment. Soit elles parlent trop doucement, soit elles parlent trop fort, soit elles parlent trop vite, soit elles parlent trop lentement. Bref, il y a du sexisme, et encore là, on parle que du sexisme ordinaire qui relève pas d'agressions à caractère sexuel et qui existent dans les milieux politiques. Il y a plein d'affaires, il y a qu'à ouvrir les journaux pour pouvoir le voir. Donc forcément, ça... les femmes, elles sont pas stupides. Elles vont pas aller dans des endroits où elles savent qu'elles vont subir des violences, en fait. Donc, clairement, elles se protègent. Donc, c'est aussi une façon de se protéger, de pas aller dans des endroits où on sait qu'on va vivre des violences en permanence. Oui. Justement, allez-y. Oui, je vais quand même donner une petite lueur d'espoir dans un tableau sombre. C'est la relative efficacité des lois sur la parité qui ont quand même permis de changer la culture politique en France. Donc les lois sur la parité, c'est les années 80.
Non, 90. on est plus dans attends, les ouais, 2000, hein. plus tard. Plus tard, c'est Ouais, dans les années 2000. 2000, voilà. Tout début des années 2000, Donc à 99, l'échelle 2000. européenne, c'est le gender mainstreaming Oui. et c'est le début des années 2000. Donc l'idée est d'avoir à peu près le même nombre de commissaires hommes et de commissaires femmes, et à tous les échelons de préparer aussi des viviers pour avoir le même nombre, à peu près le même nombre d'hommes que de femmes. Enfin, en tout cas, d'essayer de tendre vers ça. Et l'Union européenne avait à peu près réussi à le faire et là, on a un recul énorme dans la mandature actuelle, puisque Ursula von der Leyen n'a pas exigé de chaque pays qu'on lui propose un nom d'homme et un nom de femme. Des pays qui n'ont donné qu'un nom d'homme, et au lieu de dire, puisque c'est comme ça, je ne vous nommerai pas de commissaire tant que vous ne me donnez pas un nom de femme, ce qu'elle aurait peut-être pu faire. Et le résultat, c'est qu'on a 2 tiers d'hommes, je crois, et 1 tiers de femmes, ce qui est vraiment un recul. Voilà. Mais voilà, la parité en France, en tout cas, a permis alors, ça n'a pas tout changé, parce que c'est assez efficace sur les scrutins de liste, c'est même très efficace, mais sur les scrutins uninominaux, donc dans lesquels il faut élire une personne, malheureusement, et c'est le cas des députés, voilà. Et après, il y a aussi les partis qui ne jouent pas le jeu, enfin qui préfèrent payer plutôt que d'appliquer les lois sur la parité. Et dans tous les cas, ça se ressent. Allez, vas-y. Ça se ressent aussi quand on voit qu'il y a moins de 40% de femmes élues à l'Assemblée. C'est trop peu. Et ça a reculé. Ouais, plus, exactement. Et quand on voit que, par exemple, en Espagne, ça a augmenté et que ça frôle les 50%, on voit qu'on a encore du chemin à faire en France. Ouais, mais effectivement, tu as raison, c'est la question des quotas. Il y a un truc qui est tabou. Alors, du coup, on a parlé de parité, mais en fait, la parité, c'est les quotas. Mais ça fonctionne quand même. Mais ouais, et ça fonctionne super bien. Voilà. Et donc, vive les quotas dans toutes les sphères professionnelles et le monde du travail. Et dans les promotions. Le binôme paritaire, qui peut bien être quelquefois une bonne solution. Les coprésidences. Donc, au lieu d'élire une personne, on élit un binôme paritaire, comme c'est le cas, par exemple, pour les conseillers départementaux aujourd'hui. Ça permet de se retrouver avec un conseil départemental qui est par construction paritaire. Donc c'est une façon. Voilà. Alors après, même quand il y a de la parité, parce qu'en France, il y a aussi de la parité dans les exécutifs. Oui. C'est-à-dire que dans une région, il y a un président ou une présidente de région et des VP, et tout l'exécutif doit être... c'est pareil dans les mairies, un maire ou une maire et des adjoints, adjointes, et ça doit être paritaire. Voilà. Alors il y a quand même un petit bémol dans l'histoire, c'est que les délégations, les sujets qu'on va attribuer restent souvent genrés. C'est-à-dire que la délégation à la petite enfance... il y a des chances que ce soit une femme, les affaires sociales aussi, les finances, un homme, l'industrie, un homme, les armées, voilà. Même s'il y a quelquefois des exceptions. Globalement quand le même, cas, et, encore une fois, dans notre gouvernement actuel. Oui, c'est encore le cas dans le gouvernement actuel. Mais il y a des villes qui essaient de faire changer les choses et de mettre une femme aux finances, par exemple, puisqu'on est il me semble que c'est le cas de Lyon. Alors, lui, c'est la première adjointe ou l'adjointe aux finances qui est une femme handicapée, donc, disons, mais qui est excellente dans son travail d'élu, donc ce qui montre bien, mais qui va aussi être attentive à des choses auxquelles un homme n'aurait peut-être pas été attentif. Un donc homme valide. Donc ces stéréotypes divisent, et cela depuis toujours. Donc ça m'amène à ma prochaine question. Est-ce que les femmes aujourd'hui sont encore jugées sur leur apparence physique dans le milieu professionnel ? Allez-y, Mila. Moi, je pense que oui. Il y a encore ce qu'on appelle le beauty bias. Bias. Je suis nulle en anglais. Le beauty bias, c'est toujours cette idée que, par exemple, il y avait eu un petit peu un scandale dans une compagnie d'aviation française. Je ne sais pas si vraiment on va citer, mais... en fait, les femmes, elles étaient aussi recrutées sur leur physique. Et c'est beaucoup aussi... c'est vraiment sur le physique. Et on a vraiment une approche
genré dans ce sens-là, qu'en fait, une femme, elle est perçue comme belle avant d'être perçue comme intelligente ou comme une femme puissante, par exemple. Et effectivement, ça biaise complètement notre jugement. Bah ouais, c'est interdit. En fait, c'est interdit. Il y Oui. a deux métiers. Alors, du coup, comme j'ai préparé, j'ai cherché. Et donc, il n'y a que 2 métiers en France où on a le droit de recruter avec des critères particuliers liés à l'apparence physique. C'est le métier d'acteur ou d'actrice. Bon, on se doute un peu pourquoi. Et le métier de mannequin. Mais sinon, le reste, on n'a pas le droit. Donc, effectivement... quid des femmes grosses, par exemple, hôtesse d'accueil ou vendeuse. Mais on n'en voit pas beaucoup. Quid des femmes petites, très petites, dans des métiers qui doivent représenter, voilà, dans la vente, par exemple, dans le vêtement, etc. Donc effectivement, les femmes, elles sont encore beaucoup, beaucoup, beaucoup jugées, effectivement, par leur apparence physique, sur leur apparence physique. Et puis bon, c'est les remarques qu'on entend tous les jours. Enfin, moi, je travaille au sein du dispositif de signalement des situations de violence au sein de l'établissement. Très, très régulièrement, on a des collègues qui nous expliquent que voilà, elles ont des remarques parce que elles sont arrivées en robe et que voilà, le collègue d'à côté a décidé de faire une remarque sur la taille de sa robe ou vous savez, la remarque sur ah, mais tu t'es pas maquillée aujourd'hui. On est trop, on n'est pas assez maquillée. C'est toujours sur le physique, en fait. Et on doit toujours se plier aussi aux attentes masculines. Hein. On ne peut pas s'habiller d'une telle façon parce qu'on sait qu'on va être regardé, qu'on va être jugé. Et du coup, en fait, on préfère se cacher un petit peu. Cette idée de se cacher et de, par exemple, une petite jupe, on aurait tendance à la laisser un peu de côté. Surtout quand on voit qu'on sort et qu'on peut être regardé de toutes les façons possibles. Et il faut absolument que le regard et que la honte changent de camp. En fait, c'est vrai, on s'habille comme on veut et on ne doit pas s'adapter aux attentes masculines, justement. Ouais, il y a une très forte pression aussi, pression sociale. Et les conduites d'évitement sont monnaie courante, effectivement. Ouais. Et des femmes, des étudiantes, nous, on a vu, qui changent de tenue vestimentaire parce qu'elles sont harcelées par leurs camarades de classe et qui, du jour au lendemain, lorsque leur camarade de classe est sanctionné, s'habillent comme elles veulent. On voit bien la respiration, on voit bien le changement et le côté émancipateur, ou des personnes qui vont avoir des conduites d'évitement dans éviter certains couloirs ou certaines pièces parce qu'elles savent qu'elles vont avoir des remarques sur leur physique. Ça peut être aussi des regards, des sifflements, des bruits. Ça ne se passe pas que par le langage. Il y a aussi l'injonction à passer beaucoup de temps à s'occuper de son physique. Enfin, il y a eu des choses, par exemple, autour de l'épilation. Je ne sais pas si vous savez que les danseuses de la compagnie de Pina Bausch n'étaient pas épilées, voilà, ce qui a fait scandale. Bon, pas à Wuppertal, où elles avaient l'habitude de se produire avec l'ensemble de la compagnie, mais dans d'autres pays où on a dit comment elles pourraient s'épiler quand même. Qu'est-ce que c'est que ça, voilà. Donc il y a une espèce d'injonction à être impeccable, à s'épiler, à se... Voilà, et les femmes qui refusent de le faire peuvent être... ce qui est un peu, comment dire, paradoxal, parce que d'un côté, il y a le fait d'aller siffler les femmes ou de leur reprocher d'avoir des jupes trop courtes, et de l'autre, une pression pour qu'elles aillent chez le coiffeur, qu'elles se maquillent, qu'elles se fassent les ongles, et voilà. Donc, Et en fait, tous ces stéréotypes, toute cette pression sur l'apparence physique, donc ça reflète finalement les stéréotypes du genre, donc qui influencent les choix professionnels. Et on avait vu que selon la revue Mutation, les métiers dits du care, majoritairement féminins, qui sont historiquement sous-valorisés, alors qu'ils sont essentiels à la société. Pourquoi ?
juste un mot quand même, parce que c'est pas juste une question de stéréotype. Hein. C'est pas parce qu'on va pas changer les mentalités. Il y a aussi derrière une question de, en fait, comment dire, les femmes, ce que disaient les féministes dans les années 60 pendant le mouvement de libération des femmes, quand il s'agissait de se battre pour le droit à l'avortement ou le droit à la contraception, c'est on a le droit de disposer librement de son corps. En fait, c'est la même chose maintenant. Donc, tous les débats autour du croc-top, des croc-top, pardon. Il y a une différence de génération, mais par ailleurs, tous ces débats-là, même la question du voile, elle est hyper taboue en ce moment. C'est un truc de fou, la question de l'islamophobie en France. Ouais. Il y a eu une étude qui a été faite par l'Observatoire national de discrimination dans l'enseignement supérieur, qui est portée par l'université Gustave Eiffel, entre autres, qui a montré que quand on est une femme voilée en France et qu'on postule à un emploi pour un contrat en alternance, donc des étudiantes qui sont en apprentissage, on a 80% de chances en moins d'avoir sa candidature et une réponse positive à sa candidature. C'est énorme. Et donc là, on est clairement, effectivement, sur de la discrimination liée, alors pour le coup, à la fois l'apparence physique, évidemment, mais surtout à la religion supposée, mais qui se manifeste clairement par un vêtement, ou en tout cas un accessoire, le voile. Voilà. Donc, en fait, on a tout le temps quelque chose à dire sur comment les femmes, elles doivent s'habiller ou comment les femmes, elles doivent se comporter. Voilà, et c'est ça le problème, en fait. Des bandages de pieds chinois, des Chinois. Disons, être libre d'être soi, je pense que c'est ça la lutte. Et donc, voilà, il y a des gens qui auront envie de mettre du rouge à lèvres et d'autres qui n'auront pas envie. Et elles seront libres de choisir ce qu'elles ont envie de faire. Exactement. Et justement, alors moi je voulais revenir sur les métiers dits du care. Alors pourquoi ils sont sous-valorisés alors qu'ils sont vraiment essentiels à la société? Il faut voir que c'est des métiers qui sont souvent des métiers de service public. Donc les États ne sont jamais pressés de revaloriser les salaires pour des raisons évidentes, surtout quand on est dans des périodes de coupe budgétaire. Ce sont aussi des métiers dans lesquels on ne peut pas augmenter la productivité pour augmenter les bénéfices. Voilà. Donc, il est aussi difficile d'augmenter les salaires. C'est-à-dire que quand on peut, par exemple, robotiser des tâches et augmenter fortement la productivité, on va pouvoir faire monter en compétences les personnes qui travaillent et aussi les payer davantage. Et dans tous ces métiers de soins, d'éducation, etc., on peut difficilement le faire. Donc, ça joue aussi. Voilà. Alors, ceci dit, c'est faisable, et ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Et ça s'est fait au Québec et en Nouvelle-Zélande. Il y a eu une grande convention sur les salaires dans laquelle on a décidé de revoir toutes les grilles en fonction du niveau de qualification, du niveau de responsabilité et de l'utilité sociale. Et du coup, il y a énormément de métiers très féminisés qui ont gagné 1 000 à 1 500 dollars canadiens ou dollars néo-zélandais par mois et qui se sont retrouvés du coup au même niveau que les salaires des hommes qui avaient à peu près la même qualification, le même niveau de responsabilité et peut-être une utilité sociale. Après, on ne va pas mesurer, mais les métiers qui ont le plus gagné, c'est les infirmières et les enseignantes, en particulier les enseignantes de primaire et collège, qui ont vraiment gagné 1 000, 1 500, ce qui a changé complètement leur vie. Et ça a été rétroactif aussi pour les retraites. Donc ça, c'est cette question, elle a été un tout petit peu abordée. Mais vraiment un tout petit peu. Puis après, on est revenu parce que il fallait que il y avait l'effort de guerre pendant le confinement. Oui. Enfin, en tout cas, au moment où tout le monde était chez soi, sauf
sauf les métiers dits essentiels. Alors, bon, il y avait les personnes qui ramassent les poubelles, les éboueurs, mais on applaudissait tous les jours les infirmières, les aides-soignantes, les enseignantes qui continuent à faire cours. Donc, à un moment, on a abordé la question de la valeur sociale du métier pendant cette période de crise. Et puis, on est repassé à côté. Il y a eu le Ségur de la santé, donc qui a permis pour un certain nombre de métiers d'avoir une petite augmentation de salaire. Et pas pour tout le monde. Bref. Mais voilà, on est revenu dessus et maintenant on n'en parle quasiment plus. Et les personnes qu'on applaudissait avec nos mains ou nos casseroles quand on était enfermés chez nous, alors que c'était ces personnes qui avaient tenu la société, qui lui avaient permis de traverser la crise. Voilà. Mais alors je sais que les syndicats européens sont sur ce sujet, qui sont tous d'accord, mais ceux qui freinent des cas de fer, ce sont les États, parce que si on augmente de 50% à peu près les infirmières et les enseignantes, quel budget est le plus impacté ? Voilà. Donc, alors évidemment, si on a plus d'impôts, c'est pas très grave. Et puis, c'est des choix politiques. La preuve, c'est que ça fonctionne. Les Canadiens ont réussi à le faire, les Néo-Zélandais aussi. Donc, Allez-y, Mila, vous avez peut-être quelque chose à ajouter ? Je voulais juste clarifier un point aussi, c'était que les métiers dits du care, donc la santé, l'éducation, etc., c'est souvent un petit peu aussi perçu comme une extension du travail domestique, comme on l'a dit. Et après, ça fait qu'en fait, on va moins le valoriser parce qu'en fait, on estime que ça va de soi et que ce n'est pas nécessaire de revenir, de revaloriser. Et même, on le voit dans les métiers de la santé, du coup, précisément, les 90% des infirmiers sont des femmes. Et elles sont moins de 15% à être, par exemple, médecin type chirurgienne. Et encore une fois, c'est toujours les hommes qui ont les postes valorisés, donc être médecin, être en haut de la sphère médicale, et les femmes qui sont sous-valorisées et surreprésentées dans une catégorie qui est sous-valorisée, justement. Ouais, et c'est drôle, tu parles de l'extension. Je reviens sur la question du confinement, parce que vraiment, cette période de crise, là, on est quand même revenu vachement en arrière, beaucoup en arrière pendant ce confinement-là et cette crise sanitaire. Et il y a eu un débat, vous savez, c'était celui du télétravail. Donc les femmes, elles pouvaient travailler à la maison, faire les devoirs aux enfants pendant qu'il fallait faire à manger, faire le ménage en même temps, et puis s'occuper d'elle-même, prendre soin d'elle aussi, parce que il fallait quand même aussi continuer à prendre soin de soi. Voilà. Et effectivement, là, on a vu cette question de l'extension. Donc, on pourrait faire son travail normalement à la maison tout en s'occupant de ses enfants, ce qui ne va pas du tout de soi. Je veux dire, justement, il y a un facteur qui est pas souvent abordé, c'est la charge mentale. Oui, en plus, oui. Bien sûr. Ouais, je trouve. Allez-y, désolée, je vous ai coupé. Non, mais oui, la charge mentale, en tout cas le fait de penser aux activités domestiques et ou aux activités des enfants, etc. Effectivement, c'est essentiellement les femmes qui ont cette charge mentale-là. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que, alors je ne sais plus quelle étude, je suis désolée, mais j'avais lu ça un jour, qu'on avait montré que les femmes, quand elles sont au travail, elles pensent très souvent à quelle heure elle va devoir partir parce qu'il va falloir aller chercher le petit à l'école, quelle course je vais devoir faire, tiens, il manque du lait aujourd'hui, etc. Donc elles pensent en fait au travail domestique, y compris pendant qu'elles sont dans leur travail salarié, sur leur lieu de travail, alors que les hommes arrivent très bien à compartimenter. Ils arrivent très bien, soit en tout cas on leur permet de pouvoir le faire, mais en tout cas c'est très compartimenté. Et donc ce qui fait que, par exemple, c'est souvent madame
qu'on appelle ou que l'école appelle quand le petit est malade et jamais le papa. Donc ça comment dire, ça renforce cette question de charge mentale. Si on appelait plus le papa pour venir chercher l'enfant à l'école, peut-être que madame, elle aurait plus à penser. Il y a les congés de maternité aussi qui contribuent à... Enfin, on a des études qui montrent que c'est vraiment au moment du premier enfant que les rôles dans un couple deviennent plus genrés. Et c'est lié au congé de maternité, donc bénéficie la mère alors que le père, je crois qu'il a 10 jours maintenant, ce qui est un petit peu plus. 25, 28. 28. Voilà, mais il y a des pays qui ont eu des politiques publiques plus ambitieuses avec des congés de même durée pour le père et pour la mère, de façon à avoir un moment pendant lequel le père va se retrouver tout seul à la maison à s'occuper du jeune enfant et donc va s'habituer à considérer comme normal de changer les couches, de donner à manger, de faire les courses, etc. Voilà. Alors que si la mère a un congé long et le père a un congé relativement court, comme elle ne travaille pas et qu'elle est à la maison... fatalement, elle va se retrouver dans des activités très genrées. Vas-y. Je voulais juste compléter. Et en plus, la maternité, le fait de donner la vie, c'est souvent un facteur de discrimination à l'embauche. Par exemple, des femmes jugées en âge de procréer, les recruteurs et des hommes... Mais c'est interdit par la loi. C'est interdit, mais ça peut être un frein au recrutement parce que voilà, elle va s'absenter, elle va pas être là et on va devoir payer en plus. Et même après, en fait, même après être embauché, on peut imposer une pression aux femmes sur leur maternité. Ah bon, t'es enceinte, d'accord. Et du coup, tu vas partir quand Et il y a une pression sur la maternité et c'est hyper important et ça rajoute encore une fois, ça amplifie la charge mentale aussi de se dire que si on vise des carrières et des emplois à responsabilité, on devrait inclure aussi la parenthèse, qui est une énorme parenthèse maternité, mais qui rajoute à la charge mentale et aussi aux freins aux carrières à responsabilité. Avant de conclure, il nous reste une dernière question qui est très essentielle. Y a-t-il une solution qui permettrait d'effacer ces inégalités une bonne fois pour toutes dans notre société? Allez-y. Anne-Sophie Godefroy, allez-y. Il n'y a pas qu'une solution et on n'en est malheureusement pas à effacer toutes les inégalités. Si on pouvait déjà trouver quelques bonnes mesures pour en effacer certaines, ce serait pas mal. Donc, par exemple, des congés de maternité de 6 mois et 6 mois, des congés parentaux de 6 mois chacun, avec des crèches qui ne prendraient les enfants qu'à partir de 1 an pour obliger les parents à prendre chacun leur congé. Et bon, ça... Voilà, c'est une piste qui a été explorée en Suède, je crois, qui fonctionne très bien. La grande convention sur les salaires pour revaloriser tous les salaires féminins, c'est quelque chose qui s'est fait aussi dans certains pays et qui n'a pas du tout fait s'effondrer l'économie. Au contraire, c'est tout à fait possible et ça fonctionne. Donc voilà, il y a quelques grandes mesures, les mesures de parité en politique, et on pourrait encore aller plus loin en ayant davantage de scrutins avec des binômes paritaires. Par exemple, je sais pas, au lieu d'élire un président ou une présidente de la République, pourquoi pas un binôme paritaire ? Ça peut se questionner. Ça peut se questionner. Ça paraît un peu exotique aujourd'hui, mais pourquoi pas ? Il y a des partis politiques comme les écologistes qui fonctionnent systématiquement sur des binômes paritaires un peu presque à tous les niveaux, puisqu'il y a en ce moment une secrétaire fédérale. Voilà, mais en tout cas, qui sont attentifs à ces sujets-là. Et moi, ce qui m'effraie le plus, c'est le risque de backlash. Il faut être conscient qu'en très peu de temps, on peut tout défaire. Et quand on voit ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, on voit que c'est possible. Donc,
Donc si on pouvait avoir aussi une mesure qui, c'était un peu l'idée de l'IVG dans la Constitution, qui crante quelque chose qu'on ne peut pas défaire, c'est important aussi. Mila, tu as peut-être quelque chose à ajouter Ouais, je voulais juste compléter sur le fait que vraiment les droits des femmes et la lutte féministe, elle est pas terminée et loin de là même. Et il faut toujours se rappeler en fait que les droits des femmes, ils sont jamais acquis, mais ils sont toujours ils sont toujours à aller chercher, à aller imprimer en fait dans notre société. Et moi, je sais que je pense que ce serait une excellente idée d'instaurer donc une sorte de réforme scolaire et d'y inclure des cours au même titre que l'enseignement moral et civil, par exemple, et civique, par exemple, sur sensibiliser aux questions du sexisme. C'est déjà dans les programmes. C'est déjà dans les programmes. C'est plus ou moins fait. Mais c'est exactement. Et en fait, ça serait vraiment de l'imposer. Ça serait de l'imposer en fait dès le plus jeune âge. Sensibiliser sur les questions de stéréotypes, de carrière genrée, d'une société en fait qui est genrée et qui est empreinte de stéréotypes en général. Et aussi, je pense de former les enseignants et les enseignantes à ces questions de biais sexistes. En théorie, là aussi, ça fait partie de... Mais c'est la théorie. Oui, bien sûr. Et après, il y a aussi des... Par exemple, on s'est aperçu que les cours oasis, puisque les cours de récréation ont tendance à être des grands espaces en macadam avec les garçons qui courent au milieu et les filles autour. Et pour des raisons au départ de changement climatique, la ville de Paris a commencé à transformer les cours d'école et à les végétaliser, donc à faire ce qu'on appelle des cours oasis, qui sont beaucoup moins ennuyeuses, avec beaucoup plus de végétation. Et du coup, et ils se sont aperçus que ça change aussi l'occupation de l'espace et qu'il n'y a plus cet effet des garçons qui jouent au foot au milieu et des filles autour. Et que tout le monde, finalement, utilise l'espace de manière plus égalitaire, on va dire. Allez-y, Maëva Balance. Moi, pour les solutions, je crois vraiment au triptyque. Vous savez, à la volonté politique. En vrai, notre président, quand il a été élu en 2017, il parlait la grande cause du quinquennat. Du quinquennat, on l'attend toujours, mais clairement. L'argent, les moyens. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre fin aux situations de violence sexiste et sexuelle, par exemple, à l'université, si on ne donne pas les moyens aux établissements de pouvoir recruter des personnels pour aller former les étudiants, les étudiantes et les personnels à ce que sont les violences sexistes et sexuelles et à ce que sont les stéréotypes de genre, les biais sexistes, etc. Et la troisième chose, c'est la question de la contrainte qui passe par plein de choses. On peut mettre en place des quotas, on peut obliger les enseignants et enseignantes à se former aux violences sexistes et sexuelles et mettre en place des véritables contraintes pour qu'il y ait, pour que ça ait un coût, en fait, pour la personne qui ne va pas se former. Par exemple, à l'université Gustave Eiffel, là, dans notre plan, on a décidé que tous les encadrantes de thèse, s'ils ne se sont pas formés aux violences sexistes et sexuelles, ne pourront plus encadrer de doctorantes à partir de 2027. Clairement, ça a un coût, parce que quand on encadre un doctorant ou une doctorante, c'est important dans la carrière, pour plein de raisons différentes. Donc volonté politique, de l'argent, des moyens, et des moyens qui soient mis, à mon avis, là, la question essentielle. On ne pourra pas mettre fin aux inégalités entre les femmes et les hommes tant qu'il y aura des violences. Vraiment, moi, je pense que c'est essentiel. On ne peut pas se dire qu'on vit dans une société égalitaire à partir du moment où on va considérer que les femmes peuvent être assassinées par leur conjoint ou leur ex-conjoint, et que c'est encore le cas aujourd'hui, où les femmes peuvent se balader dans la rue et recevoir être sifflées, où elles peuvent être harcelées et leur harceleur n'est pas sanctionné. Donc à partir du moment où on ne met pas fin aux violences sexistes et sexuelles, on ne mettra pas fin aux inégalités entre les femmes et les hommes. Donc des moyens et une vraie volonté politique. Et toujours sur la politique, un outil qui est
hyper efficace, c'est le budget sensible au genre, donc qui a été expérimenté par la ville de Vienne, entre autres, mais je crois qu'il y a quelques villes en France aussi, comme Strasbourg, qui ont un budget sensible au genre, ou Poitiers, plutôt des villes écologistes à nouveau. Donc l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'on dépense 1 euro d'argent public, on se demande à qui va profiter la dépense. Et on arbitre en faveur des dépenses qui vont vers plus d'égalité. C'est pas seulement l'égalité entre les hommes et les femmes, mais c'est aussi des questions d'âge, des questions de personnes racisées, pas racisées, etc. Et ce qui est le plus utile socialement et ce qui est écologiquement le meilleur. Voilà, c'est un peu les 3 critères, mais c'est quand même très efficace. Et ça aurait évité de faire, par exemple, une réforme comme celle des retraites, la dernière réforme des retraites est hyper désavantageuse pour les femmes. Voilà, qui perdent le petit avantage qu'elles avaient pu avoir. Enfin, le petit avantage. Donc, il y avait des mécanismes qui compensaient le fait qu'elles perdaient des années de carrière en ayant des enfants. C'est ça, et donc moins de cotisations. Et voilà. Et donc, le fait de leur donner une espèce des trimestres en plus, voilà. Mais tout ça a été effacé avec le décalage de l'âge de la retraite de 2 ans. Voilà, et donc si on avait eu une approche sensible au genre, on n'aurait jamais pu faire cette réforme. Malheureusement, on arrive à la fin de cette discussion. Un grand merci à vous pour votre éclairage précieux et merci à nos auditeurs et à nos auditrices qui nous avaient suivis et qui contribuaient par votre engagement et votre réflexion à faire bouger les lignes. Chez Tribun, nous croyons en l'importance d'ouvrir des débats, d'échanger et d'informer pour avancer ensemble vers une société plus égalitaire. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle discussion. D'ici là, prenez soin de vous et continuez à questionner le monde qui nous entoure. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci. Merci Céline.